Bonjour, chapitre 16, variables aléatoires qui suivent des lois de densité normale. Dans cette vidéo 1 sur 4, nous allons définir ce qu'on appelle loi de densité normale et voir un cas particulier, les lois de densité normale centrées. Une première définition, vous prenez mu et sigma, deux constantes réelles quelconques, sigma étant positive, on appelle loi normale de paramètres mu et sigma carré, faites attention. Le deuxième paramètre n'est pas sigma, mais sigma au carré. La fonction de la variable t définie sur grand R et l'expression g de t égale, je prends ma respiration, 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1,5 de t moins mu sur sigma, le tout au carré. Vous avez une deuxième expression égale à la première et qui vient du fait que le carré d'un quotient, c'est le quotient des carrés. Donc vous écrivez moins 1 divisé par 2 sigma carré et le tout multiplié par t moins mu au carré. Cette fonction est notée n comme normal, deux paramètres mu et sigma carré, j'insiste là-dessus, sigma carré non pas sigma. S'il n'y a pas d'ambiguïté sur les paramètres mu et sigma 2, eh bien elle sera plus simplement notée g. Bon, G pourquoi? Parce que c'est la première lettre du nom du mathématicien Carl Friedrich Gauss, mais il faut savoir que cette fonction a été mise en évidence par Abraham de Moivre, mathématicien français, dès 1733, autrement dit 70 ans avant les travaux de Gauss. Le gros théorème de cette vidéo, c'est le suivant, la fonction g, donc la loi normale de paramètres mu et sigma carré, est une loi de densité, donc revoir le chapitre 14 avec les 3 vidéos que j'ai faites et dont j'ai rappelé l'adresse en description de l'actuelle vidéo. Alors vous savez qu'il s'agit de démontrer 3 choses sur la fonction g. D'abord qu'elle est positive ou nulle. Bon, ça c'est pas compliqué. Vous avez ici un coefficient, le coefficient 1 sur sigma racine de pi qui est strictement positif, puisque sigma est strictement positif. Et là, vous avez l'exponentielle de n'importe quel nombre, ça n'a pas d'importance, un nombre positif ou négatif. Vous savez que l'exponentielle de n'importe quel réel est un nombre strictement positif. Donc g de t est un nombre strictement positif pour n'importe quel réel t. Deuxième point, la fonction g est continue, ou continue par morceaux, donc il se trouve qu'ici elle est continue pour une bonne raison, c'est que cette fonction de la variable t est une fonction polynôme. Et donc, en tant que fonction polynôme, une fonction trinôme pour être précis, du second degré, eh bien elle est continue sur grand R. La fonction exponentielle est elle-même continue sur grand R. Vous composez deux fonctions continues sur grand R, vous obtenez une fonction continue sur grand R. Vous multipliez par un coefficient quelconque, et bien vous obtenez à la fin une fonction continue sur grand R. Et puis le troisième point à démontrer, c'est que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de toute cette expression, ou bien toutes celles-ci, ça revient au même, parce qu'elles sont égales, est égale à 1, et là on va jouer son joker, parce que c'est vraiment très compliqué. Donc on se dit, eh ben, écoutez, si Moivre et Gauss sont d'accord là-dessus, on va leur emboîter le pas et être d'accord avec eux. En tout cas, retenez bien le fait que la fonction g, donc la loi normale de paramètres mu sigma 2, est bien une loi de densité sur grand R. Une définition, la courbe représentant la loi normale g de paramètres mu et sigma carré, dans un repère orthogonal, pas forcément normé, est appelée courbe de Gauss, on dira courbe de Gauss en français, ou encore courbe de Laplace-Gauss, pour rendre hommage au mathématicien français Laplace qui a également beaucoup travaillé sur ces notions. Bien, avant de continuer, j'aimerais vous présenter les trois héros de la fête, si j'ose dire, par ordre d'apparition à l'écran. Le premier, c'est Carl Friedrich Gauss, né en 1777. Le deuxième dont nous avons parlé, c'est Abraham de Moivre, né en 1667. Et le troisième, eh bien, c'est Pierre Simon de Laplace, né en 1749. Trois très grands noms des mathématiques. Alors j'aimerais
qu'on jette un petit coup d'œil rétrospectif, pardon, rapide donc sur le chapitre 15 précédent qui traitait des lois uniformes, vous vous souvenez, uniformes sur un intervalle AB. Voici l'expression de cette loi de densité uniforme sur un intervalle AB, donc vous constatez que vraiment il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Voici sa courbe représentative, une brave courbe en plateau. Et vous vous souvenez que pour calculer des probabilités sur des lois de densité uniforme, eh bien, on faisait un calcul en général de surface de rectangle. Donc on n'utilisait pas le calcul intégral, c'était évidemment trop simple. Et dans le cadre des fonctions, donc des lois de densité normale, on n'utilisera pas non plus le calcul intégral pour une bonne raison, c'est que là, c'est trop compliqué. Alors vous allez me dire, ben, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, pour les lois de densité normale, on va utiliser la machine, la calculette, outil absolument indispensable. Et donc, voir impérativement la vidéo 2 sur 4 à ce sujet. Alors pour se donner un peu de courage, on va étudier des cas simples, enfin simples, relativement simples, des cas particuliers de lois normales, les lois normales centrées. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, on dit qu'une loi normale est centrée pour exprimer que son premier paramètre, pardon, le paramètre mu, est égal à 0. Donc une loi normale centrée est de la forme n0 sigma 2. Donc vous constatez qu'il y a une infinité de lois normales centrées puisque sigma est un paramètre positif quelconque. Un premier théorème très simple, je pose G0, la loi normale de paramètres donc 0 et sigma 2, et bien son expression c'est G0 de t égale 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1 sur 2 sigma carré multiplié par t au carré. Et ça c'est très simple à démontrer, il suffit de reprendre cette expression et de poser mu égale 0 et vous obtenez directement l'expression dont je viens de parler. On va regarder quelle est la forme de la courbe représentative de la fonction g0. Bon, voici cette forme, elle est en rouge sur le dessin. Alors, plusieurs impressions. La première impression, c'est qu'il semble que la courbe soit symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Bon, c'est plus qu'une impression, c'est la réalité, on va démontrer pourquoi. Deuxième impression, il semble que la fonction soit croissante de moins l'infini à 0 et ensuite décroissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Là aussi, c'est plus qu'une impression, c'est la vérité mathématique, on va le démontrer. Troisième impression, il semble bien qu'il y ait des points d'inflexion d'abord ici, puis ensuite par ici. Et là aussi, c'est vrai, il y a bien des points d'inflexion ici, on va le démontrer également. Et puis une quatrième impression, c'est qu'il semble que la fonction soit à support borné. Et ça, malheureusement, c'est pas vrai du tout, c'est une simple illusion. Alors comment dissiper cette illusion? D'abord par un raisonnement mathématique, on a démontré que g de t est strictement positif pour tout réel t. Donc en particulier g0 de t est strictement positif pour tout réel t, ce qui fait que la courbe est strictement au-dessus de l'axe des abscisses, elle ne touche en aucun point l'axe des abscisses. Et puis deuxièmement, j'aimerais vous le montrer d'un point de vue tout à fait empirique. J'ai créé ici un point P0 qui est sur la courbe et je vais le piloter. Donc vous voyez, il est toujours sur la courbe. Et donc là, je vais lui donner des valeurs de plus en enfin pour son abscisse en tout cas, des valeurs de plus en plus grandes. Et regardez bien ce qui se passe ici. Donc là, pas de problème, il est bien au-dessus de l'axe des abscisses. Toujours. Là, il est encore au-dessus de l'axe des abscisses graphiquement. Son ordonnée est en effet strictement positive, comme vous le constatez. Et puis, à partir d'ici, il semble bien sur l'axe des abscisses. Et en fait, c'est pas vrai, parce que regardez, le logiciel annonce une ordonnée très proche de 0, certes, mais strictement positive. Et puis on va regarder quand est-ce que le logiciel rend l'âme, si j'ose dire,
et annonce en fait qu'il ne fait pas de différence entre l'ordonnée du point P0 et puis 0. Là, nous sommes de l'ordre à l'ordre du 10 millième. Voilà ce que signifie cette expression. 4,55, 10 exposant moins 4. Bon, je continue, donc nous passons à 10 moins 5 bientôt, voilà, c'est ça. Ensuite, on passe à 10,6, 10,7. Regardez toujours ici, hein, on est d'accord. 10-8, et tout d'un coup, regardez bien ce qui va se passer, en 10-9, et là, 0. Le logiciel dit, moi je vois pas la différence entre l'ordonnée du point P0 et puis 0. En fait, mathématiquement, il a tort, mais tout simplement, on dépasse les calculs, on dépasse les capacités de calcul du logiciel, donc le logiciel annonce 0, alors qu'en fait, mathématiquement, l'ordonnée du point P0 est toujours strictement positive. Bien, alors première chose à démontrer, pourquoi est-ce que la courbe est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors il s'agit tout simplement de montrer que la fonction est paire, autrement dit que deux nombres opposés ont des images égales par la fonction G0. Ça n'est pas compliqué, je vous laisse lire la démonstration. Vous obtenez que donc effectivement la fonction G0 est bien paire, et vous savez que quand une fonction est paire, eh bien sa courbe est symétrique, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Deuxième chose à justifier, la variation de la fonction G0. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode tout à fait classique qui consiste à dériver cette fonction-là. Bon, c'est un excellent exercice de dérivation, donc on va le faire. Il s'agit de dériver cette fonction-là. Vous avez ici un coefficient, 1 sur sigma racine de 2pi. Vous savez que quand on dérive une fonction du type k fois v, eh bien on trouve k fois la dérivée de la fonction. Donc vous sortez le coefficient 1 sur sigma racine de 2pi, et il s'agit de dériver cette fonction-là. Et je vous rappelle que lorsque vous dérivez exponentielle u, vous trouvez u' exponentielle u. Donc là, vous employez ce théorème. Là, je dérive la fonction u. Je trouve donc cette expression avec un prime exponentielle de u, c'est-à-dire moins 1 sur 2 racine de 2, pardon, sigma carré t2. Là, vous avez une expression de la forme une constante multipliée par une fonction. Donc vous pouvez sortir la constante de la dérivation, et donc vous trouvez 1 moins 1 sur 2 sigma carré multiplié par le dérivé de t2, c'est-à-dire 2t. Et donc multiplié par l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma carré t2. Bien, vous avez un 2 au numérateur, un 2 au dénominateur, vous simplifiez, et vous dites que moins 1 multiplié par t, c'est moins t. Donc voilà l'expression que vous obtenez, et voici en résultat des cours, c'est l'expression de G0' de t. Vous avez trois facteurs, le premier est positif, et le troisième également, puisque c'est une exponentielle, il vous reste le facteur moins t. Lorsque t est négatif, moins t est positif, et réciproquement, et on a démontré que le signe de G0' de t, c'est le signe de moins t, tout simplement. Donc ici, c'est du copier-coller, vous avez exactement la même ligne de signe pour le signe de t, de moins t, pardon, et le signe de G0' de t. D'où finalement le tableau de relation de la fonction. Donc effectivement, on a bien démontré que la fonction est croissante de moins l'infini à 0 et décroissante de 0 à plus l'infini. Je vous laisse calculer G0 de 0, ce n'est pas compliqué. Et ici, j'ai écrit symboliquement la limite quand x tend vers, enfin quand t plutôt, parce que la variable c'était, quand t tend vers plus l'infini, de G0 de t, eh bien ça vaut 0. Vous remplacez tout simplement ici t par plus infini, au carré ça fait donne plus infini avec un facteur négatif, donc moins l'infini, et l'exponentielle de moins l'infini c'est 0, ce qui signifie que la limite quand t tend vers moins l'infini d'exponentielle de t c'est 0. Regardez votre cours sur l'exponentielle. Donc G0 de plus infini, c'est 0, et par symétrie, G0 de moins l'infini, c'est également 0. Quand je pilote sigma, vous constatez que j'obtiens toujours des courbes de la même forme, c'est-à-dire des courbes dites en cloche.
Nous commencerons la prochaine vidéo en démontrant l'existence des points d'inflexion annoncés, et puis nous verrons le lien entre les lois normales générales et les lois normales centrées. Donc à très bientôt pour la prochaine vidéo, la vidéo 2 sur 4 donc.